Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de la preview de la saison de F2 2022. Alors qui sera en F1 en 2023 ? Eh bien c'est là qu'on va le voir, c'est dans ce championnat. Et pour en parler bien évidemment avec moi, Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Alors Louis, pour commencer, on va parler de ce calendrier retour à un format classique pour lequel tu avais tant milité après ce format très bizarre de l'an dernier, ce qui nous avait permis de voir des pilotes qui faisaient une pige de 2 courses et qui finalement faisaient un quart de la saison. Là, on revient sur un format pour l'instant à 13 rounds. On devait en avoir 14, mais le round russe a été squeezé dû à l'affreuse invasion de la Russie en Ukraine. On espère un 14e round quelque part, peut-être pourquoi pas le Castaway qui n'accueille ni la F2 ni la F3 pour l'instant, mais ce calendrier d'ensemble et ce format, qu'est-ce que tu en penses pour cette saison 2022 ? Bah écoute, ce format, déjà, retour au format qu'on connaissait un peu, moi ça me va très très bien comme ça, hein, je préférais l'ancien format. Le calendrier 13 manches, ça fait beaucoup quand même, je trouve, surtout quand on sait que l'année dernière, l'idée c'était de réduire les coûts, là on va faire 13 manches avec pas mal de déplacements. Bon, ça risque de faire cher quand même pour les équipes. 13 manches, oui, c'est un peu beaucoup. Moi, je pense que sur un championnat de Formule 2, Formule 3, une dizaine de manches, c'est bien, et une quinzaine de manches pour un championnat de Formule 1, c'est bien. Mais c'est toujours plus, parce que ça rapporte aussi au championnat. Donc, je comprends d'un côté les problèmes qu'il y a. Maintenant, si on regarde d'un point de vue un peu plus sportif, c'est un beau calendrier, je trouve. Hein. C'est sûr qu'on va commencer comme d'habitude à Bahreïn, on va finir à Abu Dhabi, mais au milieu il y a des beaux circuits. Hein. On va aller à Imola, on va aller à Barcelone, on va revenir à Monaco pour la F2, ça c'est très chouette. On va aller à Silverstone, au Red Bull Ring, à Spa, à Zandvoort, à Monza. Voilà, tout ça c'est des super circuits. Et finalement, pour accéder à la Formule 1, je trouve que c'est un beau calendrier. C'est vrai que l'an dernier, les 3 circuits urbains, Jeddah, Bakou et Monaco, avaient pris une place prépondérante parce que c'était 3 courses sur 8. Donc finalement, ça faisait déjà 9 manches sur 24 sur des urbains. Là, on revient sur un calendrier plus classique où en fait, Jeddah, Monaco et Bakou, ça sera 6 manches sur 20. Donc on les retrouve plus noyés dans la masse et on aura moins cette impression de hasard que laissait le calendrier 2021 de Formule 2. En plus, on va sur des circuits très variés. Moi, j'ai juste un problème avec cette dernière manche à Yas Marina qui est très 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 loin de l'avant-dernière manche. Même si on avait garé Sochi, hein, ça aurait été 2 mois après quand même. On a vu ce qui s'est passé en dernier lorsque les pilotes n'ont pas roulé pendant 2 mois. C'était très compliqué de revenir à Jeddah. Donc ça aurait été bien de faire une manche entre les deux, pourquoi pas à Marina Bay, pourquoi pas terminer la saison à Marina Bay et pas aller à Yas Marina. On finit à Yas Marina, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'espace entre l'avant-dernière et la dernière course. J'espère qu'on n'en profitera pas pour mettre des pilotes pour la saison 2023 comme on fait chaque année, ce qui est horrible, laisser les pilotes terminer leur saison. Pour le reste, des très bons circuits et content qu'on aille à Imola en F2 surtout. Ça va être assez intéressant de voir le circuit italien avec les F2. Si tu veux bien, on va commencer tout de suite par la dernière écurie du plateau, celle qui est la nouvelle entrante finalement, Van Amersfoort Racing qui remplace HWA. Alors lorsqu'on a vu partir HWA, on va être honnête, on était très contents, on s'est dit enfin les pilotes payants ridicules, c'est terminé. Et puis finalement c'est JQ et Amaury Cordel qui rentrent. Alors je vais te laisser en parler, mais c'est pas vraiment le duo qu'on attend ni sportivement ni médiatiquement. Non, effectivement, Amaury Cordel, voilà, un pilote assez médiocre, à la fois d'ailleurs en piste qu'en dehors, à la fois en piste et en dehors. Et Jake Hughes, c'est pas un mauvais pilote, Jake Hughes, mais voilà, il faut passer à autre chose. Là, les formules de promotion, c'est fini. Il a quoi ? Il a 26, 27 ans. Enfin, il est 94, ouais. Ouais, donc c'est plus du tout là où il devrait être. Je pense que c'est un bon pilote qui pourrait être professionnel, peut-être en GT, en LMP2, etc. Mais il faut arrêter, il faut lâcher l'affaire là, Jake Hughes. Malgré tout, je pense que ça reste un pilote assez solide qui devrait ramener des points pour cette écurie Van Amersfoort qui se lance en Formule 2. Ouais, très bonne écurie dans les formules de promotion. On espère que pour les prochaines années, ils auront des line-up solides comme ils en ont eu en FIA F3, en F3 Euro Series à l'époque, dans plein de championnats. Mais c'est vrai que là, ce duo, tu l'as dit, Amaury Cordel, tous les mauvais côtés de Nikita Mazepin. Sans la vitesse, donc ça va être très compliqué, hein. C'est un garçon qui est à peu près à la hauteur de Alessio Deleda, un poil plus rapide en F3, mais quand même. Jake Hughes, après la 6e manche de la saison, il aura 28 ans. Il est plus vieux, enfin moi je me prends comme repère, mais il est plus vieux que moi, alors que j'ai vu débarquer des rookies en F1 des World Series by Nissan. Donc pour vous dire à quel point on n'est pas jeune dans cette rédaction, et pourtant le mec est plus vieux que nous.
Il est plus vieux qu'Aurélien aussi, il est plus vieux que Thomas, donc il est plus vieux que la moitié de la rédaction, c'est sublime. Tu l'as dit, hein, ça pourrait être un bon pilote de GT3, il devrait faire une carrière à la Aitken ou à la Giotto et partir. Bon, il le fait pas. Après, lui est arrivé beaucoup plus tard, il a beaucoup végété en F3. Il est arrivé tard en F2, mais il est temps de partir, monsieur, et j'ai peur qu'une saison complète, ça soit déjà une saison de trop pour Jack Hughes. Le duo suivant, c'est Sem Boccolacci et Enzo Fittipaldi qui seront chez Charrouz Racing. Oui, bah écoute, Enzo Fittipaldi, un pilote qui était pas trop mal en Formule 3, même s'il n'a pas été en flamboyant. Alors, est-ce qu'il réussira à faire mieux en Formule 2? On va le voir. En tout cas, il a les bons gènes. Hein. Effectivement, quand tu t'appelles Fittipaldi, en général, c'est que t'as les bons gènes pour être rapide, mais il a encore des choses à prouver, Enzo Fittipaldi. Et puis alors oui, un nouveau pilote turc. Alors, c'est pas souvent qu'on voit débarquer des pilotes turcs à ce niveau de compétition. Pilote de e-sport à la base, hein. C'est vraiment un... Oui, c'est ça. Donc ce sera une curiosité à bien des égards, mais oui, je reste un peu perplexe. Est-ce qu'il a le niveau? Je ne pense pas. J'espère qu'il me fera mentir, mais je ne pense pas qu'on le verra aux avant-postes. D'autant plus qu'il va piloter une Charrouz. Et la dernière fois, je me pose la question, mais la dernière fois qu'on a vu quelqu'un arriver de ce monde-là dans le championnat de la FI, enfin les championnats support de la F1, c'était Yann Mardenborough, non? Il me semble que c'était Oui, lui. Mais peut-être qu'il y en a eu entre les deux, vous nous direz en commentaire, mais il me semble que c'est lui. Et Sem Boccolacci, c'est pas tant le fait qu'il vienne de l'e-sport le problème, c'est le fait qu'il a passé de l'Euro Formula Open à la F2 d'un seul coup. Le dernier qui a tenté ça, c'est Gianluca Petekov qui a fait 3 courses en dernier. et pourtant Petekov nous avait assez impressionné. Hein. Oui, voilà, après, tu fais bien de le préciser, c'est qu'il nous avait assez impressionné. Après, la saison que fait Boccolacci, la demi-saison qu'il fait en Euro Formula Open est assez bonne, voire même bonne, mais dans un championnat. Il y a 2 victoires. Oui. Voilà, mais dans un championnat un peu amoindri. Donc on verra, mais je pense que c'est beaucoup trop haut et qu'il aurait fallu viser une saison en F3 cette année. Et j'ai peur qu'il grille le potentiel qu'il aurait pu avoir en se minant dès le début de saison. Et puis Enzo Fittipaldi, moi je sais pas quoi trop penser de ce pilote, on en parlait. C'était un pilote qui était plutôt très bon dans les formules de promotion inférieures, les F4, les formules régionales. Et puis en F3, ça a été beaucoup plus difficile. Alors on sait qu'il y a des pilotes qui ont du mal en F3 et qui se révèlent en F2, hein, il y en a eu. Donc on verra ce que ça va donner. Il n'était pas si ridicule que ça pour un pilote dans une Charrouz pour sa première pige en F2. Il n'a pas pu finir la saison parce il a eu un grave accident à Jeddah, mais c'est une curiosité. On attend de le voir sur une saison complète. Alors depuis le début, on est assez négatif sur les pilotes, mais il faut le dire, c'est un moins gros plateau que l'an dernier. On est d'accord, je pense, Louis, là-dessus. Voilà, et donc c'est plus un plateau avec des rookies. Quand l'an dernier on avait beaucoup de pilotes qui étaient là depuis 3-4 saisons et qui étaient vraiment sur la fin de leur carrière en F2. On verra ce que ça donne Enzo Fittipaldi. Peut-être que justement dans cette armée de rookies et de pilotes très peu expérimentés, il peut jouer le milieu de grille, ce qui sera déjà pas mal dans une Charrouz et viser mieux pour 2023, mais ça va être vraiment une première saison d'apprentissage plutôt qu'autre chose pour lui. Le team suivant, c'est le team italien Trident avec Callan Williams et un de nos chouchous depuis de longues années, Richard Verschoor. Oui, Richard Verschoor, vainqueur à Macao, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est pas rien. Donc on va le retrouver cette année. L'année dernière, il était chez MP, si je ne dis pas de bêtises. Il avait switché en fin de saison chez Charrouz, mais ouais, il avait fait la plus grosse partie de la saison. Il a gagné chez MP, c'est ce qu'on va dire. Voilà, il avait fait quelques très bons résultats chez MP. Ce sera compliqué de réitérer ses exploits avec Trident, et ce sera encore plus compliqué, je pense, de jouer les avant-postes à la régulière sur toute la saison pour espérer peut-être monter jusqu'en Formule 1. C'est peut-être un pilote qui aurait les moyens d'aller jusqu'en Formule 1, mais pour moi ça va être très compliqué, mais c'est un pilote sur lequel il faudra compter au moins pour des podiums tout au long de la saison. Et quant à Callan Williams, c'est un pilote qui nous a pas vraiment convaincu en Formule 3, j'en attends pas grand chose et je pense que toi non plus. Non, c'est clairement la seule leçon en F3, c'est au Castellet sous la pluie. Donc est-ce qu'on peut vraiment juger ça dans des courses un peu folles avec des grilles inversées? Je ne sais pas. Sinon pour le reste de la saison, il était vraiment en retrait. Même dans tout ce qu'il a fait avant en Euro Formula Open, parce qu'après on va pas trop vous parler de ce qu'il a fait avant. On n'a pas regardé ce qu'il a fait en F3 australienne très clairement, et c'est un championnat très très minoritaire, mais vraiment très très minoritaire. La F3 australienne, il y a genre 5 voitures à chaque course, donc tu peux pas juger là-dessus. Mais en Euro Formula Open,
quand tu joues le milieu de grille, c'est très mauvais signe généralement, c'est que t'es pas au niveau. Là, encore une fois, c'est un gamin qui flirtait à peine avec le top 20 à la plupart des courses en FIA F3. Donc, est-ce qu'il avait sa légitimité en F2 ? Non. Et contrairement on parlait tout à l'heure d'Enzo Fittipaldi, de pilotes qui peuvent montrer des choses et on peut se dire peut-être qu'il va se réveiller à étage au-dessus. J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Kevin Williams, ou alors on aura raté un gros talent et bravo à Trident pour l'avoir recruté, mais j'en doute un petit peu. Et puis Richard Verschoor, tu l'as dit, hein, vainqueur à Macao, qui nous avait ébloui lors de sa première saison en monoplace en remportant 2 championnats de F4, qui a toujours été au niveau jusqu'à ce qu'il arrive en F2, où là il avait eu beaucoup plus de en F3 pardon, où là il avait eu beaucoup plus de mal, la marche était un peu plus dure. Finalement l'an dernier pour sa première saison, il gagne une course. Il se fait couper à la moitié de la saison pour question de budget et il revient quand même et il refait un top 10 avec la Charouse. La Trident, ça sera aussi une voiture de fond de grille, mais il a le talent, tu l'as dit, il a un talent certain et on peut espérer pour lui peut-être des podiums. Ça sera dur d'aller chercher une victoire, mais peut-être des podiums et ça sera en tout cas le porteur de cette équipe très clairement pour... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que ce sera lui qui rapportera l'essentiel des points de Trident en 2022. Ah oui, bien sûr, bien sûr. L'écurie suivante, c'est Dams avec Roy Nissany qui est là depuis... Oula, on va commencer à plus compter. Et Ayumu Iwasa, le jeune japonais. Oui, et quand je vois ce line-up, je me dis qu'elle est loin l'époque où Dams était un top team et considéré comme tel, parce que là, c'est une écurie qui a fait une mauvaise saison l'année dernière, hein, qui se retrouve assez loin dans le classement, et là, bon, c'est pas avec Nissany et Iwasa qu'ils vont pouvoir beaucoup remonter. Alors, Nissany, c'est un pilote qui, au fil des saisons, devient de plus en plus solide, mais c'est pareil, c'est un pilote qui commence à être assez vieux, et de toute manière, c'est pas un pilote qui jouera mieux que le milieu de grille, quoi qu'il arrive. Donc bon, c'est pas terrible. Et Ayumu Iwasa, c'est très certainement un très bon pilote. Et je pense que Red Bull essaie un peu de refaire la même chose qu'avec notre ami Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, oui, pourtant que j'apprécie beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on essaie de refaire un peu la même chose, parce que Iwasa, il a fait une saison en Formule 3 qui s'est pas trop mal passée, mais qui a pas non plus été flamboyante. Et tout de suite, il est catapulté en Formule 2, alors que chez Red Bull, il y avait peut-être d'autres pilotes un peu meilleurs que lui à passer directement en Formule 2. Mais c'est un pilote qui a du potentiel, mais est-ce qu'il n'arrive pas un peu vite en Formule 2 ses débuts en Formule 2, je pense, Iwasa risque d'être compliqué. Ouais, après, est-ce que c'est pas une saison d'adaptation aussi ? C'est vrai que pour Tsunoda, il n'y a pas eu la saison d'adaptation, ça a été tout de suite très fort, mais est-ce que c'est pas une saison d'adaptation pour lui apprendre la F2 et le mettre dans le bain pour 2023 parce que c'est plus vers 2024 que Red Bull aura peut-être besoin d'un pilote en F1, puisqu'on parle de Pierre Gasly qui partirait F1 2003, même lui en parle, donc est-ce que c'est pas de l'anticipation de l'amener dès maintenant pour une... Je sais pas, c'est une curiosité parce que c'est un pilote qu'on aime bien, qui a montré beaucoup de belles choses. Déjà, il est champion de France de F4, alors même sur nos terres, donc forcément on a suivi ça. Il avait fait une saison correcte en FIA F3 sans être flamboyant, mais il est allé grappiller sa petite victoire, ce qui compte, même si c'est dans une course à grille inversée, minorée, et son autre podium est aussi sur une course à grille inversée. Mais moi j'attends de voir. Par contre, Roy Nissany, quand tu te fais... manger chaque saison, saison après saison, par des pilotes, parfois par même un Marcus Armstrong qui était un peu en perdition déjà l'an dernier, on en reparlera tout à l'heure, mais et que tu te fais battre. Roy Nissany, même commentaire que pour Jake Hughes, quand t'es plus vieux que nous, alors qu'on a vu par arriver des mecs de World Series by Nissan, c'est pas bon signe. Voilà. Pour le reste, on sait très bien ce qu'il apporte, de l'argent, il est pilote d'essai Williams, enfin c'est un peu un caillou dans la chaussure pour beaucoup de choses, mais bon, faut bien vivre et malheureusement il faut des budgets et lui en apporte, donc ça sera encore une saison en milieu de grille, peut-être un peu mieux vu qu'il y a beaucoup de rookies, mais ça ira pas taper top 10 Roy Nissany ou alors je ne sais quoi dire. Je vois pas dans quel monde Roy Nissany peut taper top 10. Ouais, il peut terminer top 10 sur une ou deux courses à la régulière, on l'a vu, mais à la fin de la saison, ça paraît très compliqué de voir Roy Nissany dans le top 10 à la fin de la saison. Encore que, peut-être qu'il a mûri et peut-être qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont se planter. Et tu le disais, mais s'il y a beaucoup de pilotes qui ne font pas la saison complète, ça peut être une chance pour Nissany de finir dans le top 10 final. Ça, c'est un bon argument. Je te trouvais gentil sur tes premiers arguments. Là, c'est un argument qui me convainc plus déjà d'un potentiel top 10 de Nissany.
L'écurie suivante, c'est Campos Racing avec l'anglais Oli Caldwell et le suisse Ralph Boschung. Alors Oli Caldwell qui est un pilote qu'on n'aime pas beaucoup nous, qu'on comprend pas trop tout le soutien qu'il a. Il a fait une mauvaise saison dans la Préma en 2021. Pour un pilote Préma, on parle encore une fois, hein, c'est-à-dire que dans une Préma en F3, tu es censé faire top 3 et lui termine 8ème. Et sur sa fin de saison en F2, sur les courses qu'il avait fait à Jeddah et Yas Marina, il était loin du top 10. Donc je vais te laisser en parler après, mais moi je suis très peu convaincu par Ralph Boschung, par Oli Caldwell, pardon. Et Ralph Boschung, c'est un pilote, c'est un peu un Roy Nissany en plus rapide. C'est-à-dire qu'il fait le taf pour le milieu de grille. Il ira pas plus haut, mais bon, c'est moins lent qu'un Deleda ou des Zouaves qu'on a vu en fond de grille. Oui, alors je commence par Oli Caldwell, mais effectivement, bon, c'était pas un mauvais pilote en Formule 3, mais c'est pas non plus un pilote extraordinaire et on s'attend pas à grand chose de lui, d'autant plus avec une Campos. Et Boschung, bah oui, pour moi c'est ni plus ni moins qu'un autre Nissany qui va peut-être jouer le milieu grille le jour où il est bon. Quand tu dis qu'il est plus rapide que Nissany, bon, je te trouve gentil avec lui quand même, mais je sais pas, mais c'est mon impression, mais peut-être que je me trompe, hein, t'as raison, voir, peut-être que je suis trop gentil avec lui. Est-ce que finalement ce n'est pas là le vrai duel multi-21 de la saison, Ralph Boschung contre Roy Nissany? Nous prenons les paris, vous nous mettez dans les commentaires qui vous supportez et on voit à la fin de la saison, on compte les points. Je suis désolé, je m'attendais pas, celle-là, ça m'a surpris, je rigole, je m'en excuse. Mais voilà, c'est ça les vieux couples, parfois on arrive à se faire rire après des années de vie commune et malgré toutes nos années à suivre les formules de promotion ensemble, Louis arrive encore à me surprendre, on verra. D'ailleurs, allez, donne ton pari. Boschung ou Nissany? T'es team Nissany? Ouais, allez, je vais prendre Nissany. Oui, il a une dame, en même temps, Nissany, il est obligé de finir devant une Campos. Allez, je vais prendre Boschung. Voilà, aujourd'hui est acté ce vrai duel de la Cette saison va être intéressante, j'ai hâte. MP Motorsport qui accueille Felipe Drugovich, le retour de l'enfant prodige à la maison, et Clément Novala qui est un petit Frenchie qu'on aime plutôt bien. Un duo, là pour le coup, après ces duos de fond de grille qui étaient pas très hype, là on commence à arriver sur des duos qu'on aime bien et des duos qu'on a envie de suivre cette saison. Ah, ça commence à être intéressant, effectivement. Drugovich, c'est un très bon pilote. Je m'attendais un peu à le voir jouer le titre l'année dernière avec la Virtuosi et ça n'a pas été le cas. On l'a mis top 3 avant le début de la saison. Oui, effectivement. On ne l'avait pas vu venir il y a 2 ans sur sa saison de rookie. Il nous avait un peu ébloui et donc on s'attendait à ce qu'il progresse encore et qu'il soit vraiment très bon. Ça n'a pas été le cas. Néanmoins, ce sera un pilote à surveiller quand même. Je le mets pas dans les favoris, mais ce sera un pilote qui peut jouer des victoires régulièrement. Puis Clément Novalak, il a été très bon en Formule 3, c'est pareil, on l'attendait pas forcément à Paris-Fête en Formule 3. C'était logique qu'il monte en Formule 2, et il a toute sa place sur cette grille de Formule 2. Après, où est-ce qu'il va se situer? Je pense que on le verra pas se battre devant, mais ça risque d'être un pilote qui jouera les points régulièrement. Ouais, Drugovich, c'est vrai que c'est les montagnes russes depuis le début de ses carrières. Une saison il est bon, une saison il est pas très bon. Il avait ultra dominé l'Euroformula Open en 2018. En 2019, il était un peu nul en F3. En 2020, il nous avait extraordinairement surpris dans cette MP Motorsport en terminant 9ème du classement. L'année dernière, il termine 8ème, on pourrait se dire que c'est mieux, mais il avait une virtuosie, donc son coéquipier Guan Yuzu lui jouait le titre. Donc on espérait bien mieux de l'ami Drugovich, mais c'est vrai que du coup, si on part sur cette logique de montagne russe, ça devrait être la bonne saison. Il est de retour au Bercail, en plus, dans une écurie avec laquelle il a performé pour sa première saison en F2. Donc on attend le retour des victoires, il en avait quand même signé 3 sur sa première saison. Et c'est quand même un pilote qu'on aime bien parce qu'il est très rapide, très spectaculaire, très incisif. Il dépasse propre, très spectaculaire, c'est un peu un mini Ricciardo. Et rien que pour ça, nous on est assez fans. Et puis Clément Novala qui depuis l'an dernier court enfin sous bannière française. Avant il était un peu sous bannière britannique, mais comme il a fait de la F3 britannique en début de carrière, c'était peut-être voulu aussi. Oui, sa licence était britannique. Voilà, oui. Sa licence était britannique, mais ça restait un pilote franco-suisse, d'ailleurs, pas seulement français, mais qui courait sous licence britannique. Et l'an dernier, très très bonne saison de FIA F3. Le seul point négatif, c'est qu'on l'avait dit lors de l'analyse de la saison, c'est qu'il n'avait pas gagné. Et que ça faisait un moment qu'il n'avait pas gagné, parce qu'il n'avait pas gagné non plus en 2020, donc ça commence à faire quelques années, ça fait depuis 2019 qu'il n'a pas gagné une course, et en formule de promotion c'est pas trop normal, donc on attendra de voir ce que ça va faire. On espère qu'il va enfin un peu crever l'abcès, mais à part ça, hyper régulier. Le gros point fort du garçon, c'est qu'il est hyper régulier, hyper propre, il abandonne pas.
Donc tu sais que tu vas pouvoir compter sur lui toute la saison. Et pour une écurie comme MP, c'est un duo très complémentaire entre un Drugovic qui est très très incisif et qui va faire des coups d'éclat très souvent, et un Clément Novalak qui va plus s'inscrire sur la durée. Et moi, c'est un team que je vois. Alors, je sais pas s'ils peuvent remonter dans la hiérarchie parce que devant, c'est très solide et que derrière, c'est assez faible. Donc, finalement, ils sont un peu dans cet entre-deux. Mais le duo MP me plaît bien. Le duo suivant, c'est le duo de Hard Grand Prix, écurie française, deuxième écurie française après Dams, et un pilote français dans une écurie à ses côtés, Frédéric Vesti. Et on va le dire tout de suite, Oscar Piastri, Robert Schwartzman, Guan Yuzu, Dan Ticktum, le top 4 de l'an dernier est parti. Le pilote le plus haut classé qui reprend une saison, c'est Théo Pourchaire qui arrive pour sa troisième saison, sa deuxième saison complète après sa pige à Bahreïn en 2020 et sa saison 2021. Et alors là, on a appris avec Théo Pourchaire à ce qui dépasse nos espérances à chaque fois. Ça a été le cas en F4, ça a été le cas en F3, ça a été le cas en F2. Là, nos espérances, on va le dire très clairement, c'est le titre, Louis. Ah mais il n'a pas le choix, il est obligé de gagner. J'irais moi-même le punir et l'envoyer au coin s'il n'est pas champion du monde cette année. Oui, parce qu'il est encore très jeune en fait, hein, donc c'est le plus jeune de la grille. On l'a pas précisé, mais c'est le plus jeune pilote de la grille cette année, alors qu'il y a 5 rookies purs. Oui, il est très jeune oui, on espère qu'il va réussir à être champion parce que on attend ça de lui et c'est vrai que c'est un peu le grand espoir français que l'on suit depuis plusieurs saisons et que l'on espère voir gagner. Quant à Frédéric Vesti, il se retrouve un peu parce qu'ils étaient équipiers en Formule 3. Vesti, c'est un bon pilote, finalement c'est logique qu'il soit ici, mais est-ce que vraiment c'est un pilote qu'on attendait à un tel niveau en Formule 2? Est-ce que c'est un pilote qu'on va voir en Formule 1? J'en doute, mais je pense qu'il a le niveau pour être milieu haut de grille, voire avant-poste en Formule 2. Ouais, t'es dur sur est-ce qu'on l'attendait en Formule 2? Ouais, pour moi, c'est de l'avant-poste en Formule 2. C'est quand même un garçon qui a une carrière junior pas irréprochable, mais quasiment quand même. Il a été très bon. Il sort de l'école danoise des pilotes qui ont, on le rappelle, les Danois, ils ont leur propre championnat de F4, donc ils peuvent s'entraîner. Et c'est l'un des deux seuls championnats où tu peux arriver à 14 ans, donc ils s'entraînent très très jeune. Donc il est là depuis un moment, il tourne depuis un moment en monoplace, Frédéric Vesti. Finalement, il a fait, moi je trouve qu'il a fait plutôt des bonnes saisons. Une saison de Formule régionale Europe triomphante en 2019. 2020-2021, 2 campagnes très solides en FIA F3. C'est vrai que 2020, il y avait l'interrogation Prema, puisque quand tu es chez Prema, tu joues les avant-postes. Avec Hart, il a continué à jouer les avant-postes, donc il met en 2022 en F2. Et puis Théo Pourchaire, on se disait en 2020, ah là là, c'est peut-être trop tôt pour jouer le titre en F3, peut-être qu'il faudra 2 saisons. Bon, il a joué le titre. On est arrivé en F2, ça va être une saison d'apprentissage, 2 victoires. En 2, très clairement, il doit gagner, même si c'est vrai que le parcours météorique de Oscar Piastri donnerait un peu envie de freiner des 4 fers pour éviter de se retrouver sans baquet en 2023. Mais c'est un gamin qui a l'air tellement fort que est-ce que Alfa Romeo pourra s'en priver? Est-ce que des teams pourront s'en priver? Je ne sais pas. En tout cas, il joue le titre très clairement cette année et c'est même pas loin d'être notre favori. On en parlera à la fin, mais je pense que c'est pas loin d'être notre favori. Le team suivant, mon cher Louis, c'est E-Tech. E-Tech avec un duo Yuri Vips, Marcus Armstrong. Et là, on va le dire très clairement, c'est la saison ou jamais pour Marcus Armstrong. Oui, tout à fait. Marcus Armstrong qui nous a fait un parcours dans les formules de promotion qui était excellent. Il a été très bon, il a monté assez vite, il a gagné quasiment partout. En tout cas, il était souvent deuxième derrière Schwartzman. C'était plus compliqué en Formule 2. Première saison moyenne et deuxième saison complètement catastrophique. Donc là, c'est vraiment la saison de la rédemption pour Marcus Armstrong. Et s'il n'est pas capable de relever la barre cette année, je pense que c'en est fini des espoirs de Marcus Armstrong de devenir pilote professionnel. Ça risque d'être en tout cas très très compliqué, bien qu'il soit quand même pas mal soutenu. On voit qu'il est sponsorisé. Il amène un bon budget. Donc il pourrait pourquoi pas trouver ailleurs, mais c'est vrai qu'on va avoir du mal à faire confiance à un gamin qui a eu 2 saisons complètement mauvaises l'une derrière l'autre. Pourtant c'est un pilote qui a pas mal de potentiel, donc on verra ce qu'il est capable de faire cette année, mais la pression sera grande sur ses épaules et ce sera compliqué d'inverser la vapeur. Sur Marcus Armstrong, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que on sait le talent qu'il a. C'est vrai que nous, on le redit à chaque fois, mais on l'a mis favori de la saison 2020 de F2 tant il nous avait impressionné et tant il paraissait plus solide encore que
que Schwartzman, alors qu'il gagnait pas forcément les championnats par rapport à Schwartzman, c'était un paradoxe, mais il avait fait tellement des courses solides dans les formules de promotion et il avait parfois des abandons qui n'étaient pas de sa faute, qui faisaient que il gagnait pas à la fin. Mais là, ces 2 saisons, oui, sa deuxième saison, tu fais bien de le préciser, est encore moins bonne que la première. Pourtant, il y a que 3 points d'écart. Pourtant, il termine à la même place. Mais il y a une victoire sur les courses à grille inversée à Jeddah, dans des courses un peu folles. Il y a une victoire il y a un podium à Silverstone sur une grille inversée. Et finalement, quand il s'agit de la course du dimanche, la course qui compte, la longue, il est jamais présent. Il a tout le temps du mal. Je crois que son meilleur résultat dans une course du dimanche, ça doit être 5e. Et c'est arrivé une fois en 2 ans. Donc c'est assez bizarre ce que fait Marcus Armstrong depuis qu'il est en F2. Honnêtement, nous on comprend pas, on a du mal à comprendre comment un gamin avec autant de talent peut ne pas s'en sortir. Et plus ça va, plus il a une tête de Callum Ilott et de futur pilote d'IndyCar. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que plus ça va, plus il a une carrière d'IndyCar qui se profile devant lui à vitesse, à moins que Ferrari le mette en hypercar. Mais sinon, ça se profile à grands pas, j'ai l'impression, pour lui. J'ai surtout l'impression que s'il continue à la vitesse où il va surtout finir pilote en GTA. Ah, t'es dur. Ah, t'es dur. À supporter à la façon d'un Luca Ghiotto, tu veux dire, à supporter un AM, lui en tant que pilote pro. Ou lui avec le Foucault, par exemple, ils seront très bien dans une Ferrari AM, ça sera très bien. Oui. Et puis Yuri Vips, je sais pas si je t'ai entendu sur Yuri Vips, c'est vrai qu'on a tellement parlé de Marcus Armstrong que je ne sais plus. Mais non, effectivement, je n'ai pas parlé de Yuri Vips, mais c'est un pilote qu'on aime beaucoup chez on adore. Et je pense que ce sera un pilote qui va jouer le podium final de ce championnat. Voilà, ni plus ni moins, c'est un excellent pilote qui a eu un parcours compliqué parce qu'il a été bon en F3. On ne sait pas pourquoi Red Bull n'a pas voulu le faire monter directement en Formule 2. Ils l'ont envoyé au Japon, une saison qui a été quasiment annulée à cause du Covid. Et donc, il a quasiment passé 1 an sans rouler. Il est revenu en Formule 2 un peu par la petite porte. Et puis ça s'est bien passé. Il a fait une belle saison l'année dernière où il découvrait vraiment ce championnat. C'était sa première saison complète. Donc, je pense que Yuri Vips pourra se battre pour le titre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais redire ce qu'on avait dit lors de l'analyse de la saison de F2, mais enfin, une saison complète en F2 pour Yuri Vips. Et regardez, il est 6ème et il est 2e meilleur rookie derrière Théo Pourchaire. Voilà, c'est ça Yuri Vips, c'est un excellent pilote. Nous on l'adore, on est fan. On trouve qu'il a un talent fou, on est tout bonnement amoureux de ce garçon. Et cette année, c'est le fer de lance des pilotes Red Bull, c'est le fer de lance de High-Tech, et c'est lui qui doit être le principal adversaire, ou l'un des 2 principaux adversaires, on va dire, de Théo Pourchaire pour le titre. Donc oui, très clairement, je ne sais pas à quoi Red Bull a joué. Ils avaient déjà fait ça avec Pato Howard, et on voit aujourd'hui que Pato Howard, quand tu le mets dans des conditions saines, ça marche aussi. Donc finalement, Red Bull devrait arrêter de trimballer ces jeunes pilotes un peu n'importe où, et là, je suis très content qu'on ait 2 saisons complètes de Yuri Vips en F2. Donc on va le suivre avec attention, mais tu fais bien de le dire, c'est un de nos chouchous et on ne s'en cache pas. Là on arrive dans les 3 derniers teams et on commence par Carlin qui engage cette saison Logan Sargent et un gamin qu'on commence à connaître depuis des années en F2, c'est Liam Lawson. Bah oui, Liam Lawson, c'est un de mes chouchous, hein. C'est un des pilotes que depuis plusieurs saisons, j'espère voir arriver en Formule 1, sur un pilote sur lequel j'ai misé depuis plusieurs saisons, qui a fait une saison correcte l'année dernière, sans être flamboyante. Pour moi, c'était une saison correcte, pour une saison de rookie, c'était pas trop mal. J'espère qu'il va se révéler un peu plus cette année pour confirmer ses intentions d'arriver en Formule 1, d'autant que il fait partie de la filière Red Bull, et cette filière Red Bull, elle est un peu encombrée, parce que non seulement en Formule 2, on a Liam Lawson lui-même, mais il y a aussi Yuri Vips, dont on vient de parler. Il y a aussi Denis Sauger, et puis tu vas retrouver en Formule 3 des pilotes comme Crawford. Il y a Iwasa aussi qui vient d'arriver en Formule 2. Donc voilà, il y a il y a énormément de pilotes. Il y a pléthore de pilotes. Ouais, il y a énormément de très bons pilotes Red Bull dans ces formules de promotion, et on sait d'ores et déjà que tous n'arriveront pas en Formule 1, même s'ils ont tous le talent pour y arriver. Il y en a forcément qui vont être déçus. Alors lesquels ce sera ? Excellente question, et on verra ça cette année. Mais en tout cas, Lawson fait partie des favoris. Et puis, il fera équipe avec Logan Sargent, qui va découvrir ce championnat de Formule 2 dans une bonne équipe. Et ça fait plaisir, parce que Logan Sargent, il était pas mauvais en F3, et il aurait dû faire le grand saut vers la Formule 2 déjà l'année dernière. Et à cause de problèmes de budget, ça n'a pas pu se faire. En tout cas, on le retrouve en Formule 2 cette année, et c'est justifié, c'est mérité, et je sais pas trop où il va se situer. Je pense pas que ce soit vraiment un pilote capable de jouer le titre, encore moins dès sa première année. Mais en tout cas, c'est un bon pilote, et je suis sûr qu'on va le voir faire des bons résultats. Je souscris à tout ce que tu as dit sur ces 2 pilotes. Logan Sargent, c'est mérité. L'an dernier, les gens doutaient de sa capacité à faire quelque chose en dehors de la préma. Il a prouvé que c'était un excellent pilote.
Donc il mérite sa place en F2 amplement par rapport à d'autres qu'on a cités avant. Et puis Liam Lawson, oui, bah moi c'est pas que c'est pas mon chouchou, mais c'est vrai que c'est un pilote qu'on voit depuis des années. En fait, on l'a vu arriver au tout début de la F4 australienne quand le championnat débutait, je crois, ou un an après le début du championnat. Donc ça fait très longtemps qu'on le voit là. Il a débuté très très jeune en monoplace et c'est un gamin qui est très très rapide. Et ouais, je n'enlève pas un mot à ce que tu as dit sur ce duo. Le team suivant, c'est le team Virtuosi avec Marino Sato et Jack Doohan. Alors un duo qu'on n'attendait pas forcément il y a quelques temps et qui va se former dans une des équipes les plus performantes du plateau. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre de Marino Sato et de Jack Doohan? Jack Doohan, je me permets quand même de nous mettre en valeur, Louis, mais l'an dernier contre Mons et Marais, nous avions dit qu'il jouerait le titre en F3 et il a joué le titre. Donc là-dessus, on avait eu l'œil. Pour une fois, on avait eu l'œil. Oui, c'est vrai qu'on se trompe souvent, mais ce coup-ci, on s'était pas trompé. Oui, Jack Doohan, il a fait une super saison. C'est un jeune pilote qui était soutenu par Red Bull et qui a décidé de quitter la filière Red Bull. Il est désormais soutenu par Renault. Et je pense que c'est pas un mauvais choix quand on voit justement le nombre de pilotes qu'il y a chez Red Bull en ce moment. Mais effectivement, c'est un pilote qui fait 2e du championnat. C'est un pilote aussi qui a déjà découvert la Formule 2. Il a fait une pige l'année dernière. Alors, il n'a pas fait de gros résultats, même s'il a marqué des points, mais en tout cas, il a fait une première ligne en qualification. Pour un de ses premiers meetings, c'est quand même un très très bon résultat. Je pense qu'il a sans aucun doute la vitesse pour bien figurer. Est-ce qu'il va être capable d'aller au bout des courses, etc. Ce sera peut-être un poil plus compliqué, d'autant qu'il va découvrir ce championnat. Je pense pas qu'il soit capable d'aller se battre pour le titre comme Piastri l'a fait l'année dernière alors qu'il était rookie. En tout cas, c'est un pilote qui va jouer aux avant-postes, ça j'en suis sûr, et qui mérite un volant dans une grosse équipe. Tout le contraire de son équipier Marino Sato, qui en est à sa 3e saison maintenant en Formule 2. Il a été dans des teams de fond de grille, mais il a jamais été bon, il faut le dire. C'est plutôt un gentleman driver que vraiment un jeune pilote qui a un grand avenir devant lui. Et pourtant, il est dans une virtuosie, donc j'imagine qu'il apporte du budget. Alors, on se plaint souvent des pilotes payants dans les équipes, que ce soit en Formule 1 ou même en Formule 2 ou dans d'autres équipes. Moi, je vais pas me plaindre parce que très certainement, si Virtuosi a dû faire ce choix, c'est qu'ils avaient besoin d'argent et en général, ces pilotes payants, ce sont eux qui permettent au team de vivre, donc on va pas se plaindre que ces pilotes permettent au team d'être sur la grille et que ces pilotes permettent par exemple à un Jack Doohan d'avoir une bonne voiture. Mais voilà, clairement, s'il marque des points 2 fois dans la saison, ce sera un exploit. Mais quel blasphème, mais monsieur Madelin, mais c'est pas possible. Alors moi je vais être honnête, j'aime bien Marino Sato. Depuis des années, je trouve qu'il a toujours eu des voitures pourries. On se rappelle qu'il a couru pour une écurie qui s'appelle Vincenzo Sospiri Racing, voilà. Qu'il a couru pour Trident en F2 sur ces 2 dernières saisons, mais je sais même pas comment on peut juger le niveau d'un pilote qui était chez Trident ces 2 dernières saisons. Moi, c'est un gamin que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je lui trouve un truc. Alors j'en sais rien. Je peux pas. Je suis très honnête avec toi. Je suis très honnête avec nos auditeurs. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Mais ça c'est parce qu'il est japonais. Hein. Ah, mais rien à voir. C'est ton problème avec les pilotes japonais. Problème d'habitude. Moi, j'en ai rien à faire qu'ils soient japonais ou autre. Mais là, je sais pas. Je lui trouve un truc. Et j'espère que cette saison me donnera raison. Sinon, j'assumerai totalement. Mais au moins, je suis content. Une voiture à Marino Sato dans sa vie une fois. Arrête-moi vas-y. Arrête-moi si je me trompe, mais il avait remporté l'Euro Formula Open. C'est ça. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à lui parce que je t'avoue qu'avant, en FIA F3, sur des grilles de 30 personnes, les mecs qui terminent milieu de grille, je regarde pas trop leurs courses. On va être honnête, on va pas passer notre vie à faire des replays de courses pour voir chaque pilote. Mais en Euro Formula Open, forcément, il était devant, donc forcément, je l'avais vu. Et c'est vrai que je veux juste le voir une fois dans une bonne voiture. Si ça marche pas à la fin de la saison, on arrête. Mais au moins, on aura essayé de sortir un mec du fond de grille pour lui donner une bonne voiture et voir ce que ça donne. Et ça, je peux comprendre. Parce qu'il a un titre avant, parce qu'il arrive titré. Même si, et puis en plus, le passage de l'Euro Formula Open à la F2 peut être très très compliqué. Et il peut y avoir une ou deux saisons de compliquées. Donc, je lui trouve beaucoup de circonstances attirantes. Je m'en rends compte en parlant. Nous verrons à la fin de la saison. Mais moi, j'espère plus que de marquer 2 fois des points dans l'année pour Marino Sato, absolument. Pour Jack Doohan, par contre, encore une fois, on reste sur la ligne de l'an dernier. On disait qu'il jouait un excellent pilote. Titre d'ici 2 ans, ou enfin d'ici l'année prochaine peut-être. Cette année, il va apprendre dans une des meilleures voitures du plateau. Et il va jouer les podiums régulièrement. Donc, c'est un pilote qui va viser le top 5 pour cette saison, on peut le dire.
le dernier team, le team des champions en titre. C'est Prema. Prema qui engagera cette année Gian Derouvala, pilote qui commence à avoir une sacrée expérience en F2, et surtout Denis Sauger. Alors après Oscar Piastri, est-ce que la nouvelle sensation de Prema, et cette fois-ci de Red Bull après Alpine, ne se nomme-t-elle pas Denis Sauger? Bah écoute, ouais, Auger c'est le favori de cette filière Red Bull, je pense. Maintenant, il va découvrir cette Formule 2. Est-ce qu'il va être au niveau? C'est une bonne question, parce qu'il avait eu quand même un temps d'adaptation en Formule 3. Il n'avait pas tout de suite été très performant. C'est vrai. Mais l'année dernière, il faut quand même dire ce qu'il est. Il a écrasé le championnat. Donc il y a eu très peu de suspense. Douane a semblé à un moment capable d'aller l'embêter, mais finalement, très vite, Auger a pris tellement d'avance qu'on savait que le championnat était plié bien avant la fin de saison. Enfin, en tout cas, bien avant la dernière course. Et donc, c'est un pilote. Est-ce qu'il est favori cette année? Je ne pense pas. En tout cas, quand on voit tous les pilotes de la filière Red Bull, à l'heure actuelle, pour moi, qui va arriver en Formule 1 chez Red Bull, ça va se jouer entre Juri Vips et Denis Sauger. Voilà. Mais oui, c'est un excellent pilote qui en plus dispose d'une Prema, donc qui devrait quand même jouer aux avant-postes, même s'il ne se bat pas pour le titre. N'oublions pas que Robert Schwarzman avait terminé, je crois, 5e de sa première saison. Je le fais de tête. Mais quatrième, c'est Mazepin qui termine 5e. Exact. 4e de sa première saison avec Prema. Je pense que Denis Sauger a les moyens de faire au moins aussi bien. Et quant à Derouvala, ça fait déjà un bon moment qu'il est là. Il commence à bien connaître ce championnat. C'est un pilote qui est solide. C'est pas un pilote pour moi qui a le potentiel d'arriver en Formule 1, mais c'est un pilote solide qui va avoir une bonne voiture. Et c'est un pilote qu'on verra gagner des courses avec cette Prema, j'en suis quasiment sûr. Ouais, moi je trouve que c'est un bon coéquipier, Gian Derouvala. C'était un bon coéquipier pour Yuki Tsunoda lors de sa première saison. C'était un bon coéquipier l'an dernier. Ça restera un bon coéquipier cette année. C'est-à-dire que je trouve ça quand même étonnant que chaque année il ait accès à des Prema et des Carlin. Parce qu'il y a d'autres pilotes qui sont pour moi moins bons et qui ont pas accès, meilleurs et qui n'ont pas accès à ce matériel, pardon. Oui, c'est un bon pilote. Alors pour le coup, moi je trouve pas grand chose, mais par contre il est souvent bien placé. Il n'y a pas trop de coups d'éclat de sa part surtout dans les courses feature, dans les courses qui comptent. Mais il est là dans la saison. Et est-ce qu'on attend un top 5 de lui, étant donné qu'il a une Prema sans doute, mais sur le talent pur, j'ai pas l'impression. Donc Derouvala, je verrai ce que ça donne, mais j'aurai toujours dans un coin de ma tête le fait qu'il ait une Prema. Denis Sauger, c'est vrai que l'an dernier il nous a beaucoup impressionné. C'est vrai que tu as bien fait de le rappeler, sa saison 2020 n'était pas du tout du même acabit. Donc que doit-on en penser? Je ne sais pas, on verra cette année. Toujours est-il qu'il est toujours dans la voiture la plus performante des voitures de promotion, la Prema, et qu'il a toujours le soutien de Red Bull, donc il est dans un cocon qui ne change pas par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il y aura une saison d'adaptation comme Schwartzman? Est-ce qu'il y aura une saison immédiatement au top comme Piastri? Je ne sais pas. Moi, je le verrais bien jouer le titre dès cette année. Peut-être pas le remporter, mais le jouer dès cette année, ouais, j'en suis assez convaincu. D'ailleurs, c'est le moment, mon cher Louis, de nous donner ton top 3 de fin de saison. Là, c'est compliqué. Écoute, pour le titre, on l'a dit, Théo Pourchaire, bien sûr. Je pense que ce sera une belle lutte avec Juri Vips pour le titre. Je prédis lutte Pourchaire-Vips pour le titre. Titre donc de Pourchaire devant Vips, et pour la 3e place c'est compliqué, je ne sais pas qui choisir entre Lawson, Douane, Auger, mais je vais prendre Lawson parce que tu sais que j'aime beaucoup ce pilote, et bon voilà, c'est le cœur qui parle pour la 3e place. Je vais te suivre sur les deux premiers, hein, clairement Théo Pourchaire devant Juri Vips, et 3e par contre je vais mettre Denis Sauger parce qu'il y a toujours le facteur Prema qui rajoute un petit peu, c'est un petit coefficient quoi. Ou faut 1,25 plutôt, tu vois, ça booste un petit peu toujours les points. Ne nous mentons pas. De façon générale, mon cher Louis, avant qu'on termine cette émission, qu'est-ce que tu penses par rapport au plateau des années précédentes, de ce plateau 2022? Écoute, c'est vrai qu'on avait dit l'année dernière que c'était un plateau un peu à 2 vitesses, avec pas mal de pilotes de fond de grille et pas mal de top pilotes. Finalement, même si on a l'impression générale que le niveau a un peu baissé par rapport à l'année dernière, en tout cas, je pense que ça reste quand même
un bon cru parce qu'on va avoir des bons pilotes qui sont là, hein, Pourchaire, Vesti, Vips, Sargent, Clawson, Douane, Auger, ça reste quand même des bons pilotes et ça fait plaisir de voir ces bons pilotes là qui vont se battre dans des bonnes équipes en plus pour le titre. Mais c'est vrai que quand on regarde le fond de grille, bon, il y a pas mal de pilotes qui n'ont pas grand chose à faire ici quand même. Ouais, c'est surtout ça, c'est qu'on a encore chaque année. Alors le truc, c'est qu'on a peut-être plus de Rangunatan ou de Delada qui a l'air vraiment en dessous du lot. Même si Cordiel m'a pas l'air très très fort, hein, soyons honnêtes. C'est toujours un plateau scindé en deux. Je trouve qu'en fait, ce qui change par rapport à l'an dernier, c'est que le top du plateau a l'air moins fort. Et le bas du plateau a l'air aussi faible dans l'ensemble. Moins ce dernier pilote qui est peut-être un peu plus rapide, mais a l'air aussi faible dans l'ensemble. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est une saison un peu moins bonne qu'en dernier. Mais après, il faut le dire qu'en dernier, on avait beaucoup de pilotes qui étaient dans leur deuxième, troisième, quatrième saison. Qu'on avait des mecs comme Christian Lundgaard qui était en fin de parcours et qui est désormais en IndyCar, qu'on avait un Dan Ticktum qui est désormais en Formule E, qu'on avait Piastri, Zhou, Schwartzman qui était enfin pour Schwartzman et Zhou qui étaient sur la fin aussi de leur carrière en F2. Donc ça sera à voir. C'est forcément intéressant aussi d'avoir des petits jeunes, on va pas se mentir, c'est que ça nous permet aussi de renouveler le plateau et un pilote ne devrait jamais rester en F2 de plus de 3 saisons. Donc finalement, tu vois là on est tous ces pilotes qui sont dans leur deuxième saison, justement c'est excitant parce que c'est cette année qu'ils doivent aller chercher le titre, sinon l'année prochaine ce sera déjà ça passe ou ça casse sur la dernière. Donc on verra ce que ça donne, mais comme chaque année bien évidemment on va être enthousiasmé, on va avoir des belles courses et ça nous régale tout le temps. Mon cher Louis, je te remercie d'avoir fait cette preview de la saison de F2 2022 avec moi. Bah oui, merci à vous de nous avoir suivis. Encore désolé s'il y a quelques petits moments de flottement. C'est vrai qu'on a eu un peu de soucis techniques pour enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ouais, on va pas vous cacher. Théoriquement, ce que vous avez entendu a été parfaitement monté par des doigts de fée, mais on a eu quelques soucis de internet. Ça peut s'entendre. En tout cas, on s'en excuse si ça s'est entendu. On vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à nous dire qui de Boschung ou de Nissany va gagner le grand duel Multi-21. C'est vrai. N'hésitez pas à nous dire entre Boschung et Nissany. Est-ce que vous êtes plutôt Team Roy ou Team Ralph? C'est vraiment le duel. Tu sais, il y avait la team. Je sais plus comment c'était dans Twilight. J'ai plus les références, mais Team Edouard et Team Jacob. Et bah c'est la même chose là. Déchirez-vous sur Internet. Dites-nous qui est le meilleur pilote de milieu de grille payant. Et puis on aura la réponse en décembre à Abu Dhabi. C'est loin, hein. C'est quand même loin la réponse, hein. On aura le temps d'oublier. On vous remercie énormément, on divague et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de Multi-21. Salut. Salut à tous.